Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agira de ma vidéo pour les projets printemps 2023. Alors ça fait pas mal de temps que je réfléchis à ma garde-robe pour le printemps. Déjà parce que c'est en lien avec mon objectif 2023, enfin l'un de mes objectifs 2023 qui est de réfléchir de manière un peu plus précise à ma garde-robe. Alors c'est toujours quelque chose que j'ai fait en filigrane, mais je ne m'étais jamais vraiment posée pour résoudre, on va dire, les problèmes que je rencontrais, notamment sur les couleurs, sur les vêtements qui finissaient par me manquer selon les saisons. Et étant donné que là ça fait plusieurs années que j'habite dans le même endroit, forcément j'ai une idée un peu plus précise des saisons et de ce dont j'ai besoin. Alors déjà je vais faire des parenthèses parce que j'avais filmé en fait j'avais filmé des vidéos pour monter un vlog pendant les vacances, sauf que en fait avant les vacances j'ai laissé ma surjeteuse en révision. Et du coup, nécessairement, j'ai pas vraiment cousu parce que j'ai toujours besoin à un moment ou à un autre de ma surjeteuse. Et il est hors de question que je couse quoi que ce soit qui nécessite une surjeteuse sans me servir de ma surjeteuse. Et les surjets à la machine, voilà, ça va bien 5 minutes, mais c'est un peu le problème en fait. Une fois que vous avez testé la surjeteuse, c'est difficile de revenir en arrière. Je dis ça, mais je pense aussi que ça dépend de la surjeteuse que vous avez. Mais moi, j'ai une surjeteuse en filage automatique, enfin j'ai une Baby Lock, qui est, je pense, l'un de mes meilleurs investissements en couture. C'est un investissement que j'ai fait assez tôt, finalement, dans ma vie de couturière et je ne regrette absolument pas. Mais ceci étant dit, j'avais tourné des petits morceaux et puis en fait, je les ai un peu laissés tomber parce que la première vidéo en fait que j'avais tournée, j'étais un peu, je sais pas, je trouvais que je ne diffusais pas de bonnes ondes, enfin en tout cas que c'était pas, je sais pas, en fait j'aimais pas trop, j'étais dans un état un peu en demi-teinte. Alors après ça arrive, mais je voulais pas commencer le vlog par ça et donc finalement j'ai laissé ce bout voilà de côté et puis récemment pareil, j'ai retourné un autre morceau, mais je sais pas, je trouvais que le tout était assez brouillon, donc pour l'instant je n'ai même pas commencé à monter cette partie-là. Alors après, du coup dedans, je vais vous présenter quelques projets que j'avais avancés, notamment en tricot, mais pas que, mes réflexions de couture, mais je sais pas si c'est un réel intérêt de monter ce vlog alors qu'il y a une partie qui se passe pendant les vacances, une partie qui se passe pendant la rentrée, enfin la semaine de la rentrée. On est déjà on est le 13 mars, je crois. Je sais pas si vraiment il y a un intérêt à monter cette vidéo. Donc, bon, je sais pas. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième... Ah oui, la deuxième, c'est que je pense que YouTube... Alors ça, je le dis dans la vidéo du coup que j'ai jamais montée. Mais je pense que YouTube commence à mettre de la pub sur mes vidéos de manière très ponctuelle. Mais voilà, ça arrive avec toutes les personnes qui font des vidéos YouTube. Au bout d'un moment, en fonction du nombre d'abonnés et du nombre de vues que vous avez, YouTube décide de mettre de la pub, que vous vouliez ou non, et que votre chaîne soit monétisée ou non. Alors pour le moment, ma chaîne n'est pas monétisée, mais il y a quand même de la pub. Donc si jamais vous en rencontrez de temps à autre, n'hésitez pas à me dire où est-ce qu'elle se situe. Est-ce que c'est en début de vidéo ou en plein milieu ? Parce que tant que je ne monétise pas la chaîne, je n'ai pas non plus la main mise sur où placer les pubs. Alors je vous avoue, monétiser ma chaîne, ça n'a jamais été un objectif, en tout cas pour le moment, étant donné que ce n'est pas mon activité professionnelle. Et pour le moment, ça n'est pas sur le point de le devenir. Il y a plein de choses derrière ça. Si vous voulez, je suis prise entre deux avis un peu contradictoires. D'un côté, le fait que voilà, bénéficier d'une plateforme gratuite, enfin je parle surtout de YouTube, là, pas indépendamment du contenu qu'on décide de mettre dessus ou non, parce que ça c'est chacun sa vision. Moi ça ne me dérange pas de produire du contenu de manière gratuite parce qu'en fait c'est un peu un plaisir et parce que j'obtiens des interactions avec des gens sur des sujets qui m'intéressent et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Bénéficier d'une plateforme gratuite c'est peut-être un peu illusoire. Et puis il y a ce côté aussi enfin je comprends tout à fait de ceux qui monétisent leur chaîne pour espérer en gagner un revenu.
mais je pense pas que ce soit la manière la plus efficace de gagner de l'argent aujourd'hui, enfin en tout cas sur les différents réseaux sociaux, enfin, c'est ce que disent les créateurs de contenu en tout cas. Et enfin, regardez de la pub, en fait, vous demandez un temps de cerveau pour obtenir du coup un revenu, cette conception-là, enfin vous avez autre chose, je trouve que vous avez autre chose à faire et je trouve que la meilleure manière en fait de rémunérer aussi un créateur ou une créatrice de contenu au final, c'est soit de lui faire un don, soit de lui acheter un produit, donc ça peut être un patron, mais je trouve que le temps c'est tellement quelque chose de précieux que voilà, vous demandez des minutes, alors peut-être que pour certains c'est rien du tout et qu'au final ça leur va et qu'ils préfèrent ce système-là. Mais bah, pour le coup, moi je vais parler de moi, je déteste regarder les pubs sur YouTube, raison pour laquelle, à part quand je suis sur mon téléphone, sur mon ordinateur, bah, de toute façon j'ai un bloqueur de pub puisque sinon vous êtes assailli par 15 000 pubs sur les pages sur lesquelles vous naviguez, donc je m'amuse pas à l'enlever quand je regarde les vidéos. Quand je like, je m'abonne, éventuellement je repartage, mais je commente, mais bon voilà, je vous le dis, mais vous en faites bien ce que vous voulez. Donc en gros, si vous regardez mes vidéos sur un ordinateur, surtout ne vous gênez pas, mettez un bloqueur de pub et je m'en contrefiche. Ça c'est fait, et ben on va commencer tout de suite. Alors pour le printemps, ah oui non, troisième chose, luminosité on fera avec parce que sinon je pense que je ne tournerai pas cette vidéo avant la semaine prochaine. Alors pour le printemps 2023, je me suis servi de deux choses. Je me suis servi du calepin dont je vous parlais dans ma vidéo projet 2023 et c'est un calepin dans lequel depuis 1 ou 2 ans je note en fait les vêtements qui m'ont manqué et c'était dans la perspective soit de les acheter soit de me les faire. Alors j'ai une période en couture où j'imaginais, bon je pense qu'on est tous passés par là, hein, mais j'imaginais de manière très naïve que j'allais pouvoir coudre l'intégralité de ma garde-robe en un temps record, ce qui évidemment ne s'est jamais produit. Et donc j'étais très frustrée et en plus je n'avais pas de vêtements pour m'habiller. Enfin, donc je suis passée par une phase où j'étais un petit peu en crise vestimentaire et c'est mon mec qui m'a dit mais enfin, si t'as besoin d'un vêtement absolument et que t'as pas le temps de te le faire, ça sert à rien de te faire une to-do list énormissime que tu n'auras jamais le temps de faire et puis c'est le meilleur moyen pour rater des projets ou pour être encore plus frustré quand on rate un projet. Donc j'ai rééquilibré la balance et réétabli, on va dire, une stratégie qui ne me mettait pas dans des états, voilà, dans des états pas possibles quand je ratais un projet. Et donc ça fait, donc je disais que ça faisait quelques années que je notais, j'essaie de vous retrouver la page, mais bon, oui, finalement, alors je sais pas ce que vous allez voir, mais en tout cas, je notais ce que j'avais porté pendant la saison et ce qui m'avait manqué. Donc je vous propose qu'on reparte de là et ensuite je vous expliquerai la fiche de projet que j'ai faite. Enfin moi je vous afficherai ça sur le côté de la vidéo parce que sinon quand je vais vous montrer l'état de la feuille, je pense que ça, enfin, vous allez rien voir. Déjà parce qu'elle est toute chiffonnée et puis voilà, tout est dessus et j'ai pas arrêté de la triturer, d'y réfléchir, voilà. Alors j'ai pas été aussi organisée que j'aurais pu l'être. Si vous voulez, j'ai un peu tout fait à l'envers. C'est-à-dire que je suis partie de mes constats qui se sont éventuellement répétés sur 2 ans ou alors j'ai repris le temps de me dire, ben voilà, pour le printemps, est-ce que là j'ai tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin. Et en fait j'ai croisé ça avec ce que j'avais noté il y a 1 an et donc il y a non en fait il n'y a rien qui s'est réellement ajouté, c'était exactement le constat que j'avais fait l'année dernière, donc je suis plutôt cohérente avec moi-même. Ensuite, j'ai réfléchi à des projets que j'avais envie de faire pour voir si ça coïncidait avec ce qui me manquait. Et dans un troisième temps, en fait, j'ai fait la méthode Drest, puisque j'ai le livre en papier que j'ai acheté l'année dernière en juin ou quelque chose, je sais plus trop, mais je l'ai acheté l'année dernière, enfin dans la dernière année scolaire. Et je me suis vraiment plongée, après avoir regardé différentes vidéos, je me suis vraiment plongée dans leur analyse. Alors, j'avais, si vous voulez, un peu toutes les idées en tête. C'est des choses auxquelles j'avais déjà réfléchi, mais de manière très morcelée. Donc là, ça m'a permis un peu de tout regrouper. Donc j'ai quand même fait le jeu d'imprimer éventuellement les feuilles qui sont pour voir, pareil, si en fonction de l'analyse de ma garde-robe, je retrouvais des choses qu'il y avait dans mon carnet. Et puis j'ai fait un petit mix. Donc à la fin, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'avais fait avec la méthode Drest, j'ai vérifié ça avec les projets auxquels j'avais déjà réfléchi. Alors que normalement, il faut
faire la méthode, puis ensuite seulement trouver les projets qui correspondent aux besoins que vous avez établis. Moi j'ai fait un petit mix parce que j'avais commencé à faire autrement en fait. Pour le printemps, dans la région parisienne, il peut faire tantôt très pourri, donc soit froid et ou pluvieux, et en même temps il y a des périodes où d'un seul coup il peut faire 16 degrés et il y a du soleil, c'est hyper agréable. Et donc en fonction de ça, j'ai remarqué qu'au printemps, je portais principalement des jeans. De toute façon, le jean, je pense que c'est vraiment l'incontournable de mon dressing que je porte quasiment en toute saison, même parfois en été. Que mon basique avec le jean au printemps, c'était principalement des t-shirts à manches courtes. Et je mettais également des chemises blouses, donc soit des blouses dont j'adapte l'épaisseur et enfin le tissu en fait de manière générale pour avoir ni trop froid ni trop chaud, parce qu'en fait quand il fait un peu beau mais un peu froid, c'est pratique d'avoir une blouse mais dans un tissu moins épais. Enfin, en tout cas moi j'aime bien porter ça, ce qui fait que j'ai quand même les manches, enfin les bras couverts, mais le tissu un peu plus léger fait que je ne meurs pas de chaud en 5 minutes. Et donc soit je fais ça, soit je porte un t-shirt avec une surchemise ou une veste type Bombers. Pour le printemps c'est vraiment principalement ça. Et par contre en faisant l'état des lieux, je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses pour le printemps. Parce que le matin je pars hyper tôt, donc je pars vers 7 h du mat. Et même s'il fait 16 dans l'après-midi, le matin il fait rarement 16 et en fait je manquais de vêtements d'extérieur et ou de vêtements intermédiaires à enlever en cours de journée. Donc ce que j'ai noté c'est qu'il me manquait des sweats. Mais de manière générale ça c'était un vêtement que j'aime bien porter mais qui avait complètement disparu de ma garde-robe depuis quelques années parce qu'en fait au fur et à mesure ils se sont troués et je les ai mis au relais. Donc j'ai marqué qu'il me fallait des sweats et plutôt des sweats en coton. Donc en gros le tissu qu'il me faudrait c'est plutôt du French Terry, vous voyez, mais pas celui qui est à l'intérieur un petit peu moumouté, tout doux là. Vraiment le French Terry où derrière ça fait des espèces de petites bouclettes. Ensuite, il m'a manqué une veste intersaison, donc type une veste en jean. J'en avais repéré une l'année dernière chez Mango. Qui était une veste en jean un peu oversize avec juste le dos qui était élastiqué et j'avais beaucoup aimé le principe. Mais là pour tout vous dire je sais pas si je vais essayer de la trouver sur Vinted ou si j'essaye de me coudre une veste en jean type un peu oversize, mais j'ai pas trouvé le patron idéal. Enfin, je vous parlerai tout à l'heure de patron de veste, mais j'ai pas trouvé le patron où je me dis ok ça va être parfait. Donc pour l'instant ça, voilà, c'est encore dans un coin de ma tête. Et la dernière chose, c'est qu'au printemps en fait souvent j'aime beaucoup porter des hauts tricotés ou crochetés. Typiquement là en fait je me suis inspirée d'un t-shirt que j'avais en coton tricoté dans ma garde-robe et éventuellement du site Cézanne, parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que je suis allée aussi sur les sites des marques que j'aimais bien. Et j'ai regardé en fait ce sur quoi je flashais pour la période du printemps. Et c'est vrai que tout ce qui est petit pull mais en coton, ce qui fait que en fait on est couvert, mais le coton fait que c'est quand même plus respirable et on a moins chaud qu'avec de la laine. Enfin je dis ça parce que moi je porte souvent de la laine avec du mohair, donc c'est un combo qui tient quand même assez chaud et qui n'est pas forcément respirant en printemps. Donc je me suis dit qu'en plus de la couture, il fallait peut-être que j'aille regarder du côté de Ravelry pour les patrons, tricot et crochet. Voilà mon état des lieux et après avoir fait ça, j'ai créé mes projets que je vous présente après. Et j'ai aussi donc regardé un peu la méthode Drest pour réfléchir notamment aux couleurs, voir si j'étais cohérente avec moi-même et réfléchir en fait au type de matériaux. Alors en réalité, cette partie-là, je l'ai faite assez rapidement parce que j'ai déjà une idée précise de ce que j'aime porter. Donc je ne vais pas vous relire de manière intégrale le processus de réflexion sur la garde-robe avec la méthode Drest. Vous trouvez beaucoup de vidéos sur le sujet où vraiment les gens vous expliquent comment ils ont procédé, comment ils ont appliqué ça avec les feuilles parce qu'ils ne se sont servis que de ça. Moi au final ça m'a permis de confirmer uniquement des choses que j'avais déjà. De toute façon donc je vous mettrai les vidéos de référence qui m'ont aussi pas mal inspiré dans du coup ma planification. Alors dans la méthode Drest, si vous voulez, vous avez plusieurs fiches pratiques comme ça
qui sont expliquées du coup dans le livre. Et moi je vais déjà vous expliquer quand même les contextes de garde-robe, enfin les types de garde-robe dont j'ai besoin, ce que finalement j'ai sélectionné. Alors la méthode Drest, moi je l'ai trouvée très intéressante et je pense qu'elle peut être très utile à des personnes qui commencent à zéro. Ou alors des personnes un peu qui ont déjà des idées mais qui n'arrivent pas à les accorder ensemble. Moi qui avais quand même, qui avait des problèmes, en fait qui avait réfléchi mais qui avait du mal à tout agencer, ça m'a quand même été utile. Il y a 8 fiches pratiques, il y en a sur lesquelles je suis passée plutôt rapidement, comme par exemple la colorimétrie, parce qu'en fait je sais déjà que les couleurs qui me vont, ce sont des couleurs chaudes. Je pense que ça se voit à la caméra. J'adore mon sweat, mais les couleurs pastel comme ça ont tendance à me rendre le teint encore plus terne parce que dans ma peau, moi j'ai des sous-tons jaunes et dès que j'ai des tissus qui sont pas suffisamment axés dans les couleurs chaudes, ça a tendance à me rendre un petit peu malade. Ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de les porter, enfin de porter ce sweat parce qu'en fait je vais au sport après, mais c'est pas la couleur vraiment, vous savez, où on se dit waouh, c'est ok, mais c'est pas ce qui me va le mieux. Pour ma garde-robe du printemps, j'ai 3 contextes différents. Au travail, à la maison et au sport. En sachant que finalement, en établissant sur 2 semaines ma répartition, je suis plus en termes de temps, donc d'heures, je suis plus à la maison qu'au travail, pour la simple et bonne raison que je suis enseignante. Donc en fait, il y a un nombre d'heures fixe qu'on fait face aux élèves, et le reste des heures de travail, soit vous restez au collège pour travailler, soit vous faites comme moi, vous rentrez chez vous et vous travaillez depuis chez vous. Et moi, je préfère travailler depuis chez moi parce que j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un de très efficace à la maison. Par contre, travailler dans une salle des profs où tout le monde vous interrompt tous les 5 minutes, et puis surtout, l'environnement de travail n'est pas fait pour. Donc, au final, je passe énormément de temps depuis chez moi pour travailler. Et il y a le sport que je fais 1 à 2 fois par semaine, en tout cas minimum 1 fois. Alors je vous dis ça, hein, mais le travail c'est apparaît 8 fois dans mes 2 semaines et la maison 10 fois. Donc c'est 2 contextes en fait qui sont presque à équivalence, sauf que à la maison je me fiche de porter le même vêtement plusieurs fois d'affilée, alors qu'au travail j'ai pas envie sur 1 semaine de porter 2 fois le même vêtement. Donc j'ai vraiment créé ma fiche, et ça correspond à la fiche numéro 2, j'ai vraiment travaillé sur le contexte du travail. Et en fait ce qui est intéressant c'est que vous notez 2 choses, vous notez vos préférences et vous notez aussi les contraintes extérieures que vous avez, donc ça peut être un dress code, ça peut être aussi en termes de température. Moi vous voyez, je sais que quand je pars le matin il va faire très froid et que quand je reviens potentiellement il peut faire chaud, et qu'à l'intérieur même des bâtiments il y a des variations de température, et donc en fait je suis obligée de le prendre en compte dans les vêtements que je porte. Pour mon contexte de travail, il y a 2 lieux qui se distinguent. Il y a le lieu du trajet, donc c'est-à-dire plutôt le lieu de l'extérieur, donc la rue et le métro. Et il y a un 2e lieu, c'est la salle de classe. Donc en fait, à partir de ces 2 lieux-là, j'ai tiré, on va dire, des préférences vestimentaires. C'est-à-dire que quand je vais au collège, j'ai quand même pas mal de routes. J'ai un changement de métro à faire, il y a pas mal d'escaliers, j'ai pas de temps à perdre parce que j'ai un timing très précis pour pas être en retard. Donc on va dire que j'ai besoin d'avoir des vêtements confortables, plus ou moins extensibles, et souvent du coup je porte principalement des baskets. Et en fait tout ça va créer des contraintes sur éventuellement les tenues que je souhaite porter, ou alors va impliquer que je ne peux pas porter n'importe quel vêtement, ou alors si par exemple je décide de porter un vêtement qui ne va pas avec ces contraintes-là, il va falloir que j'ajuste mon trajet. Ce qui n'est pas forcément possible parce que quand vous partez déjà à 7 h du mat chez vous et que votre timing est hyper millimétré parce que j'ai pas le choix, enfin je commence hyper tôt, ça doit être mûrement réfléchi. Pour le lieu de la classe, là c'est un peu différent, c'est qu'en fait on est vraiment soumis dans le collège à des variations de température, donc selon la classe dans laquelle on est, il peut faire plus ou moins chaud. Et puis je suis principalement debout toute la journée, enfin ça veut dire que si j'ai 4 heures de cours, je pense que si je m'assois 5 minutes dans les 4 heures de cours, c'est voilà, je pense que c'est le max, pour la simple et bonne raison que je suis dans des établissements spécifiques. Et donc les élèves sont très demandeurs, donc en fait il y a rarement de temps mort. Et donc moi j'ai facilement, autant je suis frileuse, autant quand je me déplace j'ai facilement très chaud. Donc il faut que j'adapte un peu toutes ces variations, enfin que j'adapte mes vêtements à toutes ces variations de température. Et donc je dois, enfin souvent ce que j'essaye de faire c'est que je suis multicouche, hein. Je peux remettre une couche, enlever une couche, ou alors mettre un foulard. Mais en fait il faut que j'ai toutes ces possibilités là parce que je passe très rapidement d'un extrême à l'autre.
et qu'en plus, voilà, j'ai tendance à avoir très vite froid et en même temps très vite chaud. Tout ça explique aussi que quand je vais en cours, je porte rarement des vêtements, alors quand je dis vêtements près du corps, c'est des vêtements qui me moulent intégralement le corps, notamment au niveau des aisselles. Parce que qui dit chaleur dit transpiration, pas envie d'avoir des auréoles sous les bras. Donc typiquement des débardeurs, je m'arrange pour qu'ils m'arrivent en dessous des aisselles pour pas que j'ai trop chaud. Et quand je porte des vêtements à manches longues, c'est souvent on va dire des blouses mais qui ne sont pas resserrées sous les aisselles pour que justement que mon corps arrive à se réguler correctement. Ça peut paraître, vous voyez, un point de détail, mais finalement je l'ai pris en considération parce que c'est quelque chose auquel je fais attention. De la même façon, comme je bouge beaucoup, le polyester c'est mort parce que quand vous avez 4 heures de cours intenses, comment vous dire que si vous avez du polyester, au bout d'une heure, vous ne sentez pas très bon. Je ne peux pas sentir le bouc pendant ma journée de cours, enfin voilà. Je pense que pour le contexte du travail, c'est à peu près tout parce qu'au printemps, la question de la chaleur se pose peut-être moins qu'en été. Donc comme je porte principalement des jeans, il n'y a pas la question de est-ce que je vais porter une jupe, une robe ou un short. Alors après on n'a pas vraiment de dress code, on a le droit de porter des shorts du moment que... Enfin après c'est ma vision des choses en tout cas. Moi j'ai déjà porté des shorts au collège, par contre c'est pas des... Enfin voilà, je porte pas de mini shorts en jean. C'est souvent, vous savez, des shorts en... Je vous mettrai une photo d'inspiration pour que vous ayez à peu près un aperçu. Les deux dernières choses que j'ai notées, mais il y en a une que j'ai déjà mentionnée, c'est le fait que je porte principalement des baskets blanches. Donc du coup éventuellement... Je peux ou non décider de réfléchir et d'harmoniser mes tenues en fonction. Je vous avoue que parfois ça m'arrive de réfléchir au haut, au bas. Et de toute façon je mets des baskets blanches coûte que coûte. Et après si ça tranche avec le reste de la tenue, tant pis. Je suis pas au point d'emmener une deuxième paire de chaussures au boulot. Non, ça c'est pas... C'est trop. Et la dernière chose, c'est que quand il fait chaud, donc déjà je porte principalement des shorts plutôt que des jupes, mais pour porter ces vêtements-là, j'ai envie d'être épilée. Sauf que je suis rarement épilée parfaitement des jambes à chaque instant de l'année. Et voilà, il faut que je le prenne en considération. Ça veut dire que je ne vais pas construire ma garde-robe de printemps avec principalement des robes qui arrivent mi-mollées si je sais que je vais les porter uniquement si je suis épilée, alors que je ne serai probablement pas épilée tout le temps. Donc je l'ai pris en considération. Donc vous verrez que dans les vêtements auxquels j'ai réfléchi, j'ai inclus une robe, mais c'est pas le centre de ma garde-robe parce que justement j'ai pris ce point-là en considération. À partir de là, j'ai réussi à dégager 3 silhouettes types. Et donc en fait, lors de cette fiche, vous réfléchissez à la fois au type de tissu que vous souhaitez utiliser, donc des tissus extensibles, pas extensibles, mat, brillants. Ça peut être aussi, est-ce que c'est uni ou à motif et quel type plutôt de motif. Donc tout ça, j'y avais déjà réfléchi en amont. Moi, c'est vrai que je porte principalement de l'uni en bas et de l'uni en haut, voire de temps en temps des motifs, notamment des fleurs, des choses comme ça. Mais c'est vraiment de l'uni, de l'uni, de l'uni. Et en termes de matière, donc pas de polyester, plutôt de la viscose, du tencel ou alors des vêtements en maille. Et à partir de là, j'ai abouti du coup à 3 silhouettes types. Souvent, il y a toujours un jean. Voilà. Et en fonction de la couleur du jean, je mets, et de la forme du jean, donc j'ai 2 types de jeans, un jean slim et un jean plutôt mom, voire boyfriend. Et en fonction, en fait, j'ajuste le haut. Mais donc, je me suis créé les 3 silhouettes suivantes. Donc, souvent un jean taille haute avec une blouse type la blouse Abélia de Cézanne, dont j'ai l'équivalent en patron, avec la blouse d'un chat sur un fil. Ensuite, il y a une silhouette qui me plaît bien, c'est un jean slim avec un sweatshirt, ma cafetière, un sweatshirt au contraire un peu plus ample. Et le troisième type de silhouette en fait que je porte souvent au printemps, c'est un jean avec un t-shirt. Et en re-regardant donc du coup ces 3 types de silhouettes, ça s'associe parfaitement avec les 3 types de chaussures que j'ai. Mes baskets blanches, de temps en temps mes sandales plates noires quand il fait vraiment chaud et que les baskets c'est plus possible. Et j'ai aussi ma paire de boots noires que j'ai acheté récemment sur Vinted, que je peux mettre en intersaison selon s'il pleut et si j'ai pas beaucoup de cours dans la journée. Je vous avoue que je me suis pas tellement servie de la fiche 4 et de la fiche 5 qui concernent principalement la colorimétrie, puisque ça je l'ai déjà fait.
Et la fiche 5 concerne les mensurations, mais ça pour l'instant je l'ai laissé de côté parce qu'en fait moi je vais me servir du cours d'artisane que j'ai, donc c'est un cours sur le modélisme et en fait il y a toute une première partie du cours qui est sur la prise intégrale de ces mesures, mais c'est pas juste tour de poitrine, tour de hanche et tour de taille et puis voir un peu comment est notre morphologie, c'est vraiment plus poussé, c'est voir la longueur de buste, la carrure. Pareil pour le buste devant, on peut voir l'écart, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a plein de mesures très précises et c'est la raison pour laquelle du coup j'ai pas fait la fiche pratique d'Irendo qui est moins précise que ce que moi je veux faire. Ces deux fiches, je les ai passées, je les ai regardées mais je les ai passées très rapidement parce que c'était des choses que je maîtrisais déjà plus ou moins et de toute façon pour les couleurs, pour le printemps, ce que j'ai décidé c'est que ça allait s'axer autour de 3 couleurs, du blanc, du vert et éventuellement du marron, mais plutôt un marron chaud type caramel et compagnie. Et alors, les deux dernières fiches, la dernière fiche elle va vous paraître évidente parce qu'en fait une fois que vous avez réfléchi à tous vos projets, que vous avez fixé les patrons que vous souhaitez, en fait c'est juste calculer le nombre de métrages dont vous avez besoin avec quel tissu pour avoir en fait une planification sur les... après ça dépend, sur le mois, sur les 2 mois, sur les 3 mois que vous vous êtes fixés. Mais ça c'est pareil, j'ai déjà fait en amont au fil du temps. Donc par exemple pour la blouse d'un chat sur un fil, je sais que j'ai besoin d'1m70 minimum pour une taille 38. Désormais je fais systématiquement ça, ou en tout cas j'essaye de le faire à 80% du temps, parce que ça permet d'économiser du métrage du tissu. Souvent ce qui vous est indiqué sur les patrons, c'est vu à la hausse, je pense, pour éviter que les gens se plaignent de ne pas avoir eu assez de tissu pour faire leur projet. Mais parfois, en fait, c'est aussi donné sur une fourchette. Par exemple, je me suis rendu compte en mesurant concrètement ce dont j'avais besoin, par exemple, pour faire un Didi de fibre mood, en termes de tissu. En fait, c'est incroyable par rapport à ce que eux indiquent. Moi, je me suis rendu compte que si j'enlevais tout ce qui était bord-côte, donc les 2 manches et le bas, en fait, j'ai besoin que de 60 cm de tissu sur une laisse d'1m50. C'est rien du tout. Et du coup, sur des tissus qui sont plus ou moins onéreux, c'est quand même extrêmement valable. Parce que, oui, pour des sweats, on peut faire des systèmes d'empiècement. Mais parfois, en fait, on se retrouve où on n'a soit pas assez de tissu, justement, pour faire les 2 empiècements. Donc maintenant, j'essaye vraiment de mesurer fictivement sur une laisse d'1m50. Je place mes pièces et je mesure au final selon la laisse dont j'ai besoin, enfin selon la laisse du tissu que j'ai vu par exemple, de combien j'ai besoin. Alors oui, ça demande un peu plus de temps, mais en même temps ça permet de limiter aussi les achats inutiles et de perdre de l'argent. Ce que j'ai trouvé très intéressant par contre, c'est la fiche numéro 7 qui sert en fait à calculer le nombre de tenues que vous souhaitez répéter ou non. En fait, vous allez établir en fonction de votre contexte de combien de tenues vous avez besoin et vous allez aussi indiquer votre préférence, c'est-à-dire vous allez noter combien de fois dans le mois par exemple vous souhaitez répéter la tenue. Donc moi ce que je voulais c'était que sur une semaine, chaque jour je porte une tenue différente, c'est-à-dire au moins un haut différent. Alors il y a tout un savant calcul et je suis en train de regarder ma feuille et je ne sais plus comment j'ai abouti à ça. Ah oui, alors j'étais en train de galérer pour essayer de retrouver le calcul. Donc, comme moi ma garde-robe je veux la faire pour 3 mois et qu'on considère qu'il y a environ 4 semaines par mois et qu'il y a 3 mois pour le printemps, ça fait 4 x 3. Donc en fait je dois m'habiller pour les 12 semaines à venir, grosso modo. Sur ces 12 semaines, en fait, chaque semaine, je vais au travail 4 fois, à peu près. Parfois, j'y vais plus, parfois, j'y vais juste 4 fois. Donc, j'ai multiplié 4 fois 12 semaines. Une fois que vous avez fait ça, moi, par exemple, ça veut dire que je dois m'habiller 48 fois sur 3 mois pour le travail, le contexte du travail. Et ensuite, vous expliquez combien de fois vous souhaitez répéter chaque tenue au maximum. Je crois que mon raisonnement était le suivant, pour être très pragmatique en termes de temps aussi. Je veux, sur une semaine, avoir une tenue différente. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que je tourne par semaine avec 4 tenues différentes. Mais c'est pas grave si, en fait, ces 4 tenues, je les répète la 2e semaine, la 3e semaine, la 4e semaine. Mais au minimum syndical, il me faut 4 tenues différentes. Au mieux, j'aimerais que sur 2 semaines, éventuellement, je puisse, sur 2 semaines, m'habiller différemment chaque jour. Donc ça voudrait dire, dans ce cas-là, qu'il me faudrait 8 tenues. J'espère que vous suivez le calcul, parce que même moi, là, sur le coup, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de raconter ?
Bon, au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur 4 tenues différentes et avec les projets que je vais vous présenter, plus les vêtements que je possède déjà, ça ira. Mais après, j'ai noté aussi dans l'idéal le nombre de pièces qu'il me faudrait. Parce qu'en fait, une fois que vous avez ça, vous répartissez le nombre de tenues par rapport aux silhouettes que vous avez créées. Donc moi, j'ai créé 3 silhouettes. Donc typiquement, ça fait déjà 3 types de tenues. Et après, bah, je peux décider sur une des silhouettes d'en créer plus. Je vais quand même vous montrer ma feuille parce que sinon, je pense que vous allez être perdu. Là, c'est les 4 tenues, c'est moi étant très pragmatique. Ça veut dire qu'au moins sur une semaine, j'ai une tenue différente chaque jour que je répète les semaines suivantes. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi un espèce d'idéal. Et ensuite, je vais choisir ce qui va être le plus facile à créer, le plus rapide. Comme ça, j'ai tout de suite rapidement plus de pièces dans ma garde-robe. Et les projets les plus compliqués, je les garde pour la fin. Donc typiquement, tout ce qui est projet maille qui se fait extrêmement rapidement à la surjeteuse et à la recouvreuse, c'est ce par quoi je vais commencer, à condition évidemment que j'en ai besoin. Je ne vais pas me faire un débardeur si dehors il fait moins 10. Si je la fais courte, dans l'idéal, j'aimerais avoir 2 chemisiers blouses longues. Vous voyez, type blouse Miramas ou blouse blondie d'un chat sur un fil. Ça, ce serait, surtout que c'est des projets en chaîne et trame qui sont un peu plus longs. Donc je ne vais pas au-delà parce que je n'aurai pas le temps sur la saison du printemps d'en créer plus. Ensuite, j'ai besoin de hauts relativement moulants à manches courtes, type de Direndo, donc Dédé Orage de Direndo. Là, je m'en suis fixé 3 parce que c'est des projets assez rapides et je vais alterner, je pense, entre manches courtes et débardeurs. J'aimerais me faire éventuellement une robe ajustée, mais ça pour l'instant, je l'ai mis un peu de côté, je ne suis pas totalement sûre de mon choix. Et j'ai mis un sweat, un t-shirt à faire et ensuite 1 ou 2 vestes. Voilà le programme d'ensemble. Coucou, c'est la Maëlys du montage et je n'avais pas anticipé que vous présenter ma réflexion autour de ma garde-robe du printemps 2023 allait s'avérer... enfin que ça allait me prendre autant de temps. Et donc je suis déjà à 30 minutes sur la présentation de ma réflexion, des étapes que j'ai suivies pour aboutir à mes projets. Donc je vais m'arrêter là. Et la partie proprement dite sur ma garde-robe et les projets que j'ai sélectionnés avec photos d'inspiration, modèles et tissus, je la garde pour une deuxième partie qui fait également 30 minutes pour le moment. Donc je vais scinder les deux. Donc on se dit, on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous la regarderez.